Bonjour, je suis avec Jean-Pierre Vercamer et Jean-Claude Marty. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter l'un et l'autre? Bien sûr, volontiers. Donc Jean-Pierre Vercamer, associé dans le cabinet Deloitte, et j'ai la responsabilité du département audit des associations et des fondations. D'accord. Jean-Claude? Jean-Claude Marty, également associé au sein du département spécialisé dans l'audit des associations, fondations et autres organismes sans but lucratif, au sein du cabinet Deloitte également. Alors Jean-Pierre, on va commencer avec un petit peu de philosophie avec vous sur l'éthique du monde associatif, enfin en tout cas l'importance de l'éthique de ce monde qui a des frontières un peu plus floues avec le monde, le secteur lucratif. Est-ce Absolument, que vous pouvez absolument. C'est un sujet que j'aborderai dans la conférence de 14 heures cet après-midi, qui m'avait semblé important parce que je dirais c'est un peu comme les fondamentaux. Moi, je regrette qu'il n'y ait plus de cours d'éducation civique au niveau de l'école française. Je pense que c'est bien dans le secteur associatif de rappeler quels sont les ingrédients qui permettent d'avoir un bon fonctionnement, un fond d'écran qui soit un fond de qualité. D'avoir une idée géniale, de développer un projet associatif, c'est véritablement quelque chose qui est important au niveau de la société française. De le faire avec des valeurs, avec de l'éthique, de l'intégrité, de la transparence, ça me semble être le point qui permettra de pérenniser et de transcender le projet associatif lui-même. Donc c'est quelque chose effectivement que j'aborderai. On évoquera les problématiques de valeur, on évoquera les problématiques différentes sur l'éthique et le comportement. Je pense que c'est bien d'arriver à démontrer à des financeurs, à des donateurs, à la société avec un grand S, qu'on a la capacité de le faire avec transparence, la volonté de le faire dans un intérêt collectif, de le faire avec une ouverture vers l'ensemble des populations, de montrer qu'il y a une véritable performance et efficacité dans l'argent qui nous a été donné, dans la manière dont il a été utilisé et redistribué par la suite. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont un mode de fonctionnement, je dirais, qui permettra la pérennisation de l'objet associatif et l'arrivée à, encore une fois, transcender le projet associatif qui a été mis devant nos yeux. Est-ce que vous êtes parti d'un constat avec certains abus ? Alors, les abus sont, c'est la nature humaine, donc ils ont toujours existé. À partir du moment où il y a un peu une raréfaction des moyens financiers, il y a une volonté de rechercher de nouvelles sources de financement. Et il y a un peu un dérapage sur, la séparation entre le lucratif et le non lucratif. On essaye de faire un peu plus de lucratif pour avoir de nouvelles ressources. Et à partir de là, il peut y avoir un certain nombre de dérapages sur le plan fiscal, un dévoiement par rapport à ce que la réglementation nous permet. Et puis, pour arriver dans un système même de concurrence à l'intérieur du monde associatif, on a pu constater, alors il y a 15 ou 20 ans, on continue toujours à reparler de certaines associations qui ne se sont pas forcément très bien comportées sur le plan individuel et des personnes qui ont pu déraper par rapport à cela. On découvre un certain nombre de présidents qui considèrent que l'association, la fondation, c'est leur propriété. Et à partir de là, il y a un stop par rapport à toute idée novatrice ou de transparence à l'intérieur de l'association ou de la fondation dans laquelle on est. On peut avoir des objets associatifs qui dérapent et qui n'ont pas été concertés ou développés avec un conseil d'administration, avec un comité d'audit, avec des sachants. Et on peut avoir un dévoiement de l'objet associatif lui-même. Donc oui, c'est des choses qu'on arrive malheureusement à trouver. Et il y a une statistique qui est un peu triste à ce niveau-là, c'est que des interventions de la police judiciaire et donc révélation de ce qu'on appelle des faits délictueux connaît une progression de plus de 30%, ce qui est un peu inquiétant sur ce plan-là. Alors soit la police a plus de moyens, soit malheureusement la société est un peu en train de changer au niveau du comportemental, et ça je le regrette. Et alors, le secteur associatif évolue. Quels sont les nouveaux enjeux auxquels il doit faire face ? Alors, je vais juste prendre deux exemples, un positif et un négatif. Un positif, je pense que dans l'innovation, la recherche d'efficacité, ça c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Il est fini le temps où les financeurs donnaient de l'argent. On est dans un monde où les 100 € que l'on donne aujourd'hui a plus d'importance qu'il y a 20 ans, où on était peut-être un peu plus à l'aise au niveau des ressources financières. Donc il y a une recherche d'efficacité, de démonstration qu'avec les 100 € qui ont été donnés, l'exigence accrue par rapport à ce financement est respectée, et on recherche véritablement une efficacité accrue dans l'utilisation de ces fonds. Ça, c'est le côté positif. Malheureusement, on vit aussi dans une société qui évolue sur un certain nombre de points. On va parler, et Jean-Claude en parlera peut-être, de la digitalisation. Malheureusement, il y a un plaisir un peu malsain d'un certain nombre de hackers qui est de faire de l'intrusion dans les systèmes informatiques. Donc mon exhortation, en tant que commissaire aux comptes d'ailleurs, est de dire à mes clients:
protégez-vous, et il faut être particulièrement vigilant par rapport à ça. Ça ne ferait pas bon effet de retrouver les RIB des donateurs de votre association dans la grande presse. Et puis c'est jamais très agréable quand le lundi matin, quelqu'un de mal intentionné vous appelle en disant « Je suis en possession de votre fichier, voilà, ça vaut 3 000 ou 5 000 euros, vous payez cette amende entre guillemets, et si vous ne payez pas, voilà, la totalité du fichier sera détruite. » Donc un éveil par rapport à... Le monde évolue techniquement dans un certain nombre de domaines, il faut se protéger par rapport aussi à ces choses qui évoluent. Donc voilà, ça fait partie des recommandations que je peux donner à mes propres clients. Très bien, merci. Jean-Claude, si vous voulez prendre le micro et jumper justement sur le numérique, parce que le numérique, c'est aussi et avant tout des opportunités pour le secteur associatif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors c'est effectivement un ensemble d'opportunités pour le secteur associatif. C'est également, à partir du moment où on parle d'opportunités, c'est également potentiellement des risques de se voir mis en concurrence par des nouveaux modèles que développent d'autres associations, que peuvent développer également les entreprises dans le secteur privé lucratif. Et on se rend compte, en tant qu'observateur au plus près du monde associatif au quotidien, on se rend compte que la frontière, comme l'évoquait Jean-Pierre il y a quelques instants, la frontière entre les activités à caractère commercial et les activités à caractère non lucratif dans l'intérêt général est de plus en plus mince, et il y a de plus en plus de situations de concurrence entre les deux. Donc aujourd'hui, on est effectivement face à des risques pour le secteur associatif. Je prends quelques exemples. Nous avons des associations qui interviennent dans le cadre du microcrédit, par exemple, de façon tout à fait traditionnelle. Une association qui fait aujourd'hui du microcrédit de façon traditionnelle peut se voir confrontée à la concurrence du crowdfunding, donc du financement participatif sous forme de prêts alloués directement à des particuliers, des porteurs de projets, entrepreneurs, personnes physiques particuliers. Voilà, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, on pourrait les décliner sur tous les grands secteurs d'activité du secteur associatif. Je prends un autre exemple. J'étais hier au sein d'un conseil d'administration d'une fondation gestionnaire d'un hôpital non lucratif. Voilà, le conseil d'administration se pose des questions sur l'organisation, les progrès d'organisation dans la gestion des patients, de manière à rationaliser au mieux les flux et atteindre les objectifs de performance en termes de gestion qu'assigne l'autorité de régulation que constitue l'Agence régionale de santé pour améliorer les résultats et réduire les financements publics. Donc voilà, on est confronté à ce type de réflexion, et aujourd'hui, de très nombreuses associations se posent la question de ce qu'on appelle la cartographie des risques. Et si aujourd'hui une association n'envisage pas le risque stratégique comme un risque essentiel lorsqu'elle réalise sa cartographie des risques, à mon avis, elle se met en situation d'être confrontée potentiellement à des évolutions, des disruptions, ce qu'on appelle les disruptions dans les modèles économiques, et du coup avoir son activité challengée par d'autres acteurs du monde associatif ou du monde lucratif. On parle de plus en plus de l'ubérisation de l'économie. En quoi cette tendance touche-t-elle aussi le secteur du non lucratif ? Alors, l'ubérisation, c'est la mise en œuvre des outils en termes de digitalisation et de mobilité. Et tous ces outils qui permettent d'alimenter des nouveaux modèles, on l'a vu avec la concurrence qui a touché le secteur des taxis, on le voit avec les transports collectifs, on le voit dans d'autres secteurs d'activité à caractère commercial, mais on commence aussi à le voir dans le secteur associatif. Donc on a potentiellement un risque de ce côté-là dans le secteur associatif. C'est un risque ou une opportunité ? Alors c'est un risque pour les structures qui ne s'approprient pas la question et les évolutions. C'est une opportunité pour celles qui font l'investissement. Donc en fin de matinée, dans le cadre de la conférence sur l'ubérisation, il va y avoir notamment la présentation d'une expérience positive, puisqu'une association qui avait l'habitude de gérer des magasins pour mettre à disposition des biens récupérés et recyclés a fait le pas de passer du hangar physique
au site internet permettant de réaliser ce type d'opération. Donc effectivement, pour cette association, c'était une opportunité, ils l'ont saisie. Ils ne l'auraient pas saisie, ils auraient été confrontés à un risque de concurrence qu'un site marchand comme, comment s'appelle-t-il, Le Bon Coin, pouvait constituer pour eux. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vous êtes tous les deux partenaires du salon. Vous êtes tous les deux partenaires du salon. En quoi est-ce important pour vous? Je pense que c'est déjà 11 ans d'ancienneté avec les organisateurs de ce salon. Je pense que voilà, ça permet de faire passer la bonne parole et je pense que c'est une vraie aide concrète au secteur associatif. Ça permet un engouement par rapport à cela, un engouement dans l'action, exprimer un certain nombre de bonnes expériences. Donc voilà, il y a plein de choses positives à partager dans des conférences, dans des ateliers techniques. Le simple fait de pouvoir se rencontrer au niveau des stands, voilà, il y a un apport, il y a un échange mutuel et voilà, une vraie richesse à ce niveau-là. Donc il faut à tout prix la continuer. Très bien, merci beaucoup. Merci Vous voulez beaucoup. ajouter quelque chose? J'ajouterais simplement que c'est aussi un élément de visibilité pour le secteur associatif, voilà, sur les évolutions en cours, une mise en avant de tout cet aspect. Le forum cette année est quand même principalement sous le signe de l'innovation, l'ubérisation, la digitalisation, les risques liés à la cybercriminalité, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Pierre. Il y a un atelier qui va démarrer dans quelques minutes sur ce thème-là. Donc voilà, ça permet aussi aux autres acteurs de la société de voir comment évolue le secteur associatif. Merci.